et bienvenue dans le podcast Un sabot après l'autre. Moi, c'est Mélanie Gobet, je suis journaliste et passionnée d'équitation depuis toute petite. Il y a quelques années maintenant, j'ai découvert l'univers de ce qu'on appelle l'équitation éthologique. Depuis, j'ai rencontré de nombreuses personnes inspirantes qui s'impliquent sans relâche pour que le bien-être du cheval soit au cœur de la pratique de l'équitation. J'avais donc envie de leur donner la parole pour que tous les amoureux des chevaux puissent les découvrir et profiter de leurs connaissances si précieuses. Dans cet épisode, je reçois Hélène Ponchot, prof de dressage. Elle a choisi d'enseigner sa discipline de prédilection avec une attention toute particulière portée sur le bien-être des chevaux. Durant presque 1 heure, Hélène me raconte comment elle a écouté sa petite voix et surtout celle de son cheval Hulk pour avoir le courage de quitter les concours internationaux et choisir une autre voie. Elle nous explique comment elle travaille et pourquoi le dressage ressemble pour elle à une thérapie de couple. Finalement, elle se livre sur sa vision de nos relations humaines et spirituelles avec les chevaux et nous raconte son incroyable rencontre avec sa pouliche Kelinda. Bonne écoute! Salut Hélène, merci d'avoir accepté mon invitation. Salut, avec plaisir. Alors j'avais envie depuis un moment de faire ce podcast avec toi pour que tu puisses un peu nous présenter ta vision du dressage et ton parcours. Ta vision, j'ai pu aussi la découvrir pendant quelques cours qu'on a fait ensemble, donc c'est ça qui m'a vraiment donné envie de t'inviter. Puis ce qui m'a inspirée pour commencer ce podcast, c'est que tu as posté sur Facebook une fois, tu as écrit un post qui commençait par « Il y a 15 ans, je montais avec un noseband des reines allemandes, je frissonnais devant Totias, je parcourais l'Europe avec mon frac et mon chapeau, je participais aux gros concours internationaux, je montais des avions de chasse et j'étais sûre d'avoir tout compris. » Et puis ma question, c'est un peu, qu'est-ce qui s'est passé depuis ce jour-là? Après, le cheminement a été long, disons. J'ai été un temps dans justement cette grosse écurie où on me prêtait des chevaux, et puis j'y ai été bien, j'ai appris beaucoup de choses, et puis j'ai quand même eu tout le temps une petite voix au fond de moi qui me disait qu'il y avait des choses un peu spéciales, notamment grâce à mon vieux cheval Hulk. Parce que vraiment, dans le cadre de ce qu'on faisait là-bas, ça fonctionnait bien sur tous les chevaux qui étaient là-bas. Mais avec Hulk, ça ne fonctionnait pas du tout. Tu pouvais pas lui rentrer dedans, en fait, en disant tu vas te soumettre et puis ça va passer. Enfin, il était révolté par ça. Et puis il était beaucoup jugé aussi par rapport à ses capacités en dressage, par rapport à son mental. Et puis c'est vrai que moi, j'étais pas d'accord avec ces jugements qu'on faisait de lui. Enfin, il y a aussi eu ma maman, dont j'ai parlé, qui m'a beaucoup accompagnée dans ce cheminement. Finalement, c'est resté une petite voix au fond de moi pendant longtemps, jusqu'à ce que j'aie un des chevaux là-bas, qui était vraiment un petit peu le cheval de ma vie, qui se blesse, et puis que j'aie vraiment un processus de réflexion plus profond qui se mette en place, et puis que je décide de changer un peu les choses. Mais vraiment, dans mon parcours, si tu regardes au début, j'étais un petit peu la fille qui croit avoir tout compris, qui prend les autres un petit peu pour des imbéciles parce qu'ils n'arrivent pas, à gagner des concours et tout ça. Enfin, je pense qu'on a tous été un peu comme ça. Et j'ai été sur ces gros concours, mais finalement, sur les gros concours, ce que j'aimais, en fait, c'était aller faire brouter mon cheval, aller découvrir les environs. J'ai jamais été compétitrice. J'avais toujours cette boule de faire bien parce que j'avais pas envie de perdre les chevaux qu'on me prêtait. Mais finalement, j'ai jamais été vraiment dans cet esprit de compétition. Si on revient un petit peu en arrière, comment déjà tu as commencé à monter à cheval et puis comment tu t'es lancée dans le dressage en fait? J'ai commencé à monter à cheval, je devais avoir 7 ou 8 ans. Enfin, j'ai commencé dans les écoles d'équitation, après j'ai eu des demi-pensions. Après, ma maman a acheté Hulk sur un coup de tête. Enfin, elle était blessée, elle s'était cassé le dos, elle avait un corset, elle a quand même décidé d'acheter ce cheval parce qu'elle avait craqué. Puis on était dans une écurie qui était plutôt orientée dressage, donc ça s'est fait plutôt naturellement que je me mette au dressage. J'ai passé ma licence avec Hulk, mon brevet, j'ai fait des petits concours. Après, c'était pas un cheval qui avait des allures exceptionnelles, c'était plutôt un cheval, trottinette, comme on disait à l'époque. Et puis après, j'ai été un peu au bon moment, au bon endroit, et puis on m'a proposé de monter un cheval qui était complètement mis en dressage, et puis ça s'est fait comme ça que progressivement finalement on me prête des chevaux et puis que je sois un petit peu sponsorisée pour sortir ces chevaux en concours dans les cadres juniors et jeunes cavaliers.
en gros. Et puis après, j'ai travaillé pendant, je sais pas, 10 ans dans cette écurie presque. Mais sur les 10 ans, enfin au début, j'étais pendant quelques années à 100%. Puis après, j'ai commencé à avoir des doutes par rapport à tout ça. Mais après, t'es quand même coincé parce que t'as tes chevaux que t'as pas envie de laisser. Après, t'as aussi l'environnement qui fait que t'es bien, enfin je veux dire t'as un bon salaire, t'as aussi pas mal finalement quand même de prestige aussi parce que les gens sont quand même, les gens qui gravitaient autour de moi à l'époque en tout cas sont admiratifs de ça, le fait que tu montes un petit peu justement des avions de chasse, que tu partes sur les gros concours et tout ça, enfin t'as tout cet environnement qui est assez en fait sécuritaire et puis en même temps j'avais tout le reste où il y avait plein de choses qui ne me convenaient pas, enfin la détention des chevaux pour moi il y avait déjà un problème à l'époque. Et puis d'ailleurs, Hulk, à cette époque-là, avait déjà été déplacé dans une autre écurie où il était en troupeau et puis avec des contacts et où il avait une vraie vie de cheval. Et puis après, dans ces écuries-là, il y avait vraiment quand même une différenciation avec les chevaux de sport, les chevaux de loisirs. Et puis c'était des chevaux qui étaient quand même un petit peu mis en cage. Alors moi, j'ai toujours essayé sur les chevaux que je montais de beaucoup les balader, de les mettre au parc le plus possible. Mais après, le parc le plus possible, c'était quand même... des petits parcs pas très grands et puis pas forcément très longtemps selon ce que moi j'avais en tête pour un cheval. Et toi, au niveau compétition, comment tu te sentais justement? C'était quelque chose que tu appréciais, aller sur ces concours quand même? Non, en fait non. En fait non. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais j'aimais le fait de passer du temps avec le cheval parce que c'était un week-end avec ton cheval à 200%. Et puis finalement, j'ai jamais été contente vraiment d'être sur la compétition. Moi, je suis pas du tout compétitrice. J'avais la boule au ventre. Je pense que je dégageais une énergie noire pour les chevaux. J'étais contente quand c'était fini. Et puis que j'avais des bons résultats parce que je savais que j'allais garder mes chevaux et puis que c'était correct, disons. Mais j'étais pas forcément à l'aise, moi, dans mon caractère avec ce genre de choses. Donc j'étais un petit peu dans un circuit finalement à un moment donné qui me convenait pas vraiment. Après, c'est pas forcément jugeant par rapport à ces circuits. Enfin, c'est quelque chose qui me correspond pas. Et puis, je pense que dans beaucoup de cas, quand même, ça correspond pas non plus aux chevaux, parce que c'est quand même rare des chevaux de sport qui ont une vraie vie de cheval, en tout cas à l'époque. Enfin, maintenant, je pense que ça commence quand même un petit peu à changer dans les mentalités des gens. Et à quel moment il y a eu, je sais pas s'il y a eu peut-être une rupture ou une chose qui t'a fait un peu changer de vie, de cavalière, en fait? Disons qu'au début... Finalement, j'en ai eu un petit peu marre, mais j'osais pas passer le cap de partir de tout ça, en fait, de cette situation confortable et finalement assez prestigieuse. Je l'ai fait en fait progressivement. Au début, j'ai décidé de recommencer des études. Donc j'ai fait un bachelor en communication et puis un master en business communication. Et je l'ai fait au début en travaillant... à 50% là-bas. Et puis après, au milieu de ces études, en fait, il y a un cheval que j'ai monté qui était vraiment un cheval un peu âme sœur qui s'est blessé et puis qu'on a dû euthanasier. Et puis là, ça a vraiment été la coupure où finalement, j'ai plus eu envie et puis j'ai décidé que je partais. Donc je suis partie un petit peu dans l'inconnu. Donc au début, j'ai un petit peu abandonné complètement tout ce circuit cheval. Donc j'avais vraiment que Hulk, donc mon vieux cheval... qui n'était pas vieux à l'époque, à monter. J'ai vraiment fait... j'ai eu une espèce de dégoût du dressage où j'ai fait pendant 1 ou 2 ans que de la randonnée et des choses comme ça, où j'étais presque à l'intérieur de moi dans une rébellion, où j'étais dessus. Je me disais, je ne veux pas prendre le contact. Enfin, j'étais complètement... j'ai eu un truc extrême qui s'est passé par rapport à ça. Et puis après, progressivement... j'ai commencé à remonter Hulk en dressage, mais complètement différemment, donc vraiment par rapport à mes sensations et par rapport à mon intuition. Bon, il se trouve que Hulk, à l'époque, il était dressé, il faisait tout, mais il a quand même beaucoup changé dans ses attitudes, il n'y avait plus de défense, il était content de travailler. Puis là, je me suis quand même rendu compte que tu pouvais arriver à des résultats beaucoup mieux, en fait, sans aller dans des choses qui contraignent le cheval. Après, dans ces écuries où j'ai travaillé, j'ai quand même eu de la chance, parce que j'ai appris un beau dressage. Donc en fait, techniquement, j'ai appris beaucoup de choses, mais après, je pense que par rapport aux théories d'apprentissage du cheval ou à ses besoins naturels, il y avait quand même beaucoup de lacunes. Ça ne fonctionnait pas. Et ton cheval, Hulk, c'est quand même lui qui t'a un peu montré la voie quand même. Ouais, Hulk, c'était un rebelle, quoi. Mais en fait, c'était un rebelle parce qu'il supportait pas l'injustice et l'incompréhension.
finalement, c'était le plus gentil cheval du monde. En fait, quand j'ai commencé à changer mes méthodes avec lui d'abord, il s'est vraiment transformé petit à petit. Et puis j'ai eu des sentiments de malade en selle, parce que tu n'avais plus seulement le cheval qui était peut-être juste techniquement, mais tu avais vraiment le cheval qui avait envie d'être avec toi. Puis pour moi, c'était quand même des sentiments nouveaux. Et puis c'est à partir de là que je me suis vraiment dirigée dans cette voie, avec ma maman qui m'a toujours soutenue, parce qu'elle a toujours été quand même... Justement, quel regard elle avait, ta maman, à ce moment-là? Ma maman, déjà, en fait, à l'époque, tu vois... d'ailleurs, j'en avais parlé sur mon post. Quand j'étais un peu sûre de moi et que j'avais tout compris, j'étais du genre à me dire que le cheval qui fait pas un truc, c'est parce qu'il a pas envie, et puis il faut le cadrer et tout. Et puis j'étais dans l'énervement, et puis narcissisme un petit peu. Et puis il y a vraiment eu cette fois qui m'avait chamboulée, où il y avait plein de monde dans ce manège, et puis j'étais sur Hulk, très fière, et puis je m'énerve dessus parce qu'il fait pas ce que je veux, Hulk comprend pas, il se défend, c'était la catastrophe. Puis ma maman entre dans ce manège, et puis elle me descend du cheval devant tout le monde, la honte de ma vie. Et puis elle me dit, tant que tu sais pas te contrôler, tu remontes plus sur ce cheval. C'était horrible sur le moment, parce que tout le monde me regardait, moi je me disais la honte, puis je me disais elle a rien compris. En fait, ça m'a vraiment chamboulée. Et puis d'ailleurs, je me suis plus jamais énervée sur un cheval à partir de là. Et puis elle était vraiment... ma mère, c'est un peu une hippie, qui a toujours été dans l'éducation bienveillante. Je veux dire, moi, j'ai jamais eu trop de punitions, ou c'était toujours du dialogue. Et elle était très libre, en fait, avec nous, à nous accompagner dans le chemin qu'on avait envie de prendre. Elle a un œil bienveillant un petit peu sur tout ça. Donc c'est vrai, quand elle voyait des fois des chevaux se rebeller, déjà, elle me disait, mais... Je trouve qu'il y a quelque chose de pas normal d'avoir mal au ventre quand je vois ça. Parce qu'elle, ça lui serrait le ventre à l'époque, tu vois. Comme nous maintenant, peut-être. Oui. Et puis, elle m'a vraiment accompagnée là-dedans, parce que c'est quand même elle qui a pris la décision de changer Hulk d'écurie quand elle voyait qu'il y avait un mal-être. Moi, j'étais un petit peu à l'ouest à cette époque. Je voyais pas vraiment le mal-être, en fait. J'étais trop omnibulée par mon truc. Et puis, c'est elle qui a vraiment dit, maintenant, on va lui offrir une autre vie. Et ouais, elle m'a accompagnée dans ce cheminement, en fait, vraiment. Et depuis le moment où tu es sortie de ce système, de ces compétitions, et puis où tu as eu ce gros dégoût, après, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est poursuivi? Au début, ça a été un peu compliqué, parce que justement, j'étais dans les études, je faisais au début que des randos avec Hulk, et puis après, j'ai commencé à réaimer le dressage. J'avais pas forcément envie de me remettre dans le circuit, puis en même temps, j'avais ce sentiment que les chevaux me manquaient, parce que j'ai quand même toute ma vie été toute la journée entourée de chevaux. Donc quand tout d'un coup, tu te retrouves dans une salle remplie d'étudiants à voir ton cheval le soir, ça fait quand même un peu bizarre. Après, quand j'ai fini ma formation, j'ai travaillé pendant une année dans des grosses boîtes sur Genève, etc. J'ai failli partir en burn-out, vraiment. C'était vraiment pas pour moi. J'aime pas... ce système. En plus, j'étais dans la communication, c'était pas quelque chose qui m'intéresse, en fait. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça comme étude. C'était un petit peu une sortie, en fait, pour moi, de là où je me sentais coincée, de dire je fais des études, en fait c'est respectable, du coup je peux sortir de là, parce que je me sentais un petit peu coincée là-dedans quand même. Après, j'ai tout lâché, et puis j'ai décidé du jour au lendemain d'aller travailler dans une ferme. Donc il y avait des chevaux, je faisais les box, et puis je m'occupais des moutons. Et j'ai adoré ça. Donc ça a été un peu surprenant pour ma famille au début, disons, quand j'ai dit que je lâchais tout pour faire ça. Et puis très progressivement, en fait, j'ai commencé à aider un petit peu mes copines avec leurs chevaux, et puis à me remettre un petit peu dans ce circuit-là. Puis elles m'ont un petit peu incitée en me disant « mais tu devrais trop donner des cours parce que ça leur plaisait ». Et puis après, progressivement, ça s'est fait un peu comme ça. Et donc dans ta tête, c'était vraiment pas une idée à la base d'être prof de dressage? À la toute base, je voulais faire de toute façon ma vie avec les chevaux. Moi, ça fait depuis que je suis dans la poussette que j'aime les chevaux. Je suis folle avec les chevaux. Je veux dire, je pense aux chevaux tout le temps. Je suis tout le temps avec les chevaux. C'est vraiment un besoin viscéral d'être avec ces animaux. Au début, j'avais pas forcément conscience en fait qu'il y avait une autre voie avec les chevaux. Pour moi, en fait, c'était soit je faisais de la compétition comme ça, dans cette idée-là, et puis je pouvais vivre des chevaux, soit je faisais autre chose. Et puis après, il y a eu un petit peu ce mélange de choses qui font que je me suis rendu compte que en fait, je pourrais peut-être vivre de ça en faisant autrement. Ce qui était aussi compliqué, c'est que quand je suis partie de la compétition, j'avais des bases techniques pour apprendre aux gens à monter à cheval, et puis c'est d'ailleurs avec ces bases-là que j'ai pu me lancer dans ce que je fais maintenant, parce que
j'avais quelque chose à offrir aux gens et à leur apprendre, mais après, par rapport à tout ce que j'enseigne aujourd'hui, j'avais pas beaucoup de base. Donc ça a été de l'apprentissage en même temps que je me suis lancée en indépendante. Et là, comment tu t'es formée, justement ? Je me suis formée déjà avec Hulk, qui a été mon testeur. Au début, quand j'étais pas encore officiellement comme indépendante, c'est vraiment devenu mon testeur. Et puis ça a été mon testeur pour toujours. Tout d'un coup, je lisais un article sur quelque chose, je me disais c'est super intéressant, je prenais Hulk, je testais. Ça fonctionne pas. Et puis après, j'ai eu beaucoup de sentiments par rapport à ça. Et puis en donnant mes cours, j'ai aussi beaucoup évolué en testant des choses sur mes élèves qui ont été d'accord que je teste des choses. Je suis souvent arrivée pendant mes cours et puis j'y arrive toujours en disant j'ai vu ça, il faut qu'on essaye. Et puis les gens étaient partants, enfin c'était assez incroyable. Après j'ai fait énormément de stages et voilà. Ouais. Et puis aujourd'hui, quand tu arrives pour une séance de dressage, comment tu te définis en tant que prof ? C'est compliqué parce que déjà, souvent quand on voit le dressage, on voit un cheval qui fait des diagonales sur un carré d'une lettre à une autre lettre. C'est énormément de choses. En fait, quand tu veux enseigner le dressage, t'as tout ce qui gravite autour du cheval que tu dois un petit peu connaître. Donc t'as quand même les besoins fondamentaux du cheval. Enfin, tu peux pas donner un cours à un cheval, il peut pas apprendre des choses s'il est dans le mal-être total. Tu dois déjà connaître un petit peu ça et puis peut-être aiguiller certaines personnes par rapport à ça. Donc au début, ça a été compliqué parce que je devais un peu me positionner par rapport à tout ça. Maintenant, les gens, ils connaissent un petit peu ma façon d'être. Donc, j'ai plus des élèves qui viennent autour de moi, qui savent ce que j'ai à proposer. Mais pour en revenir à ce que je disais au début, t'as la connaissance du cheval, t'as après la connaissance de son comportement, de sa manière d'apprendre, etc. Tu dois connaître comment il fonctionne physiquement, parce que évidemment que tu peux pas faire évoluer un cheval si tu sais pas à peu près ce que tu veux corriger et comment. Enfin, je trouve que c'est beaucoup de paramètres en fait. Après, t'as toute une question aussi d'énergie et puis de spiritualité par rapport à tout ça pour moi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont presque humainement incompréhensibles qui se passent avec les chevaux. Enfin, je veux dire, quand tu les observes dans un troupeau et puis que tu vois qu'il y en a un à 20 mètres qui bouge une oreille, qui décale l'autre, enfin, tu te dis qu'il y a tout un univers sensoriel qui nous dépasse. Et puis je trouve que le dressage, en fait, c'est pas faire bouger un cheval d'une lettre à une autre, c'est vraiment tout ça. Donc, par exemple, quand j'ai un cheval tout d'un coup en cours qui bloque, tu vas vraiment devoir mettre en place tout ce processus. Est-ce qu'il y a un problème de mal-être par rapport à son environnement ? Est-ce qu'il y a un problème physique ? Est-ce que c'est un problème d'apprentissage parce qu'on est allé trop loin, donc il faut redescendre d'un étage ? Est-ce que c'est un problème de cavalier qui contredit ses aides ? Est-ce que lui, il est tellement mal que le cheval, il porte toutes ses émotions, donc du coup, il bloque ? Enfin, je trouve que c'est un chemin thérapeutique, en fait, mais même d'enseigner. Tu changes toi-même, tu vois, tu enseignes aux gens, mais en même temps, tu apprends d'eux, et puis c'est une sorte d'échange. Et par rapport à cette vision et puis à un peu ce virage, comment ça a été perçu dans le monde du dressage ? Est-ce que t'es passé un peu pour une ovni ? Est-ce que t'as eu des retours ou pas du tout ? Ouais, alors au début, je suis passée pour une ovni. Au début, j'avais pas beaucoup de clients, hein. Donc au début, j'ai eu des clients en plus qui étaient plutôt orientés dressage, souvent avec des téléphones. Comme j'avais ce bagage de compétition, je l'utilisais quand même un petit peu au début pour me vendre, parce que je pouvais pas arriver et puis dire je veux faire ça mais j'ai ça comme bagage. Donc au début j'avais plutôt des gens compétition, donc j'essayais de faire un petit peu des allers-retours entre ce que j'avais envie de faire et puis ce que eux attendaient de moi. Progressivement j'ai eu des gens qui étaient un petit peu plus ouverts à d'autres façons de voir, et puis j'ai vraiment évolué dans ce sens-là. Mais est-ce que tu as entendu des remarques ou des choses sur ton changement ? Oui. Alors j'ai eu des gens aussi qui au début ont adoré mes cours, et puis après, au début j'avais plus de gens en fait qui faisaient de la compétition. Donc ils avaient envie d'être sur cette idée de peut-être monter le cheval avec un peu plus de bienveillance, mais en même temps par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir peut-être dans le dressage de compétition, c'était un petit peu bisounours. Donc oui, je me suis fait un petit peu traiter de bisounours, où c'était pas assez compétition, mais finalement souvent ces gens sont quand même revenus vers moi par la suite parce qu'ils ont fait peut-être leur propre expérience comme je l'ai faite, où ça va un moment de forcer le cheval, mais au bout d'un moment t'as soit le cheval qui bloque mentalement, soit physiquement.
l'as aussi écrit sur Facebook. J'avais bien aimé d'ailleurs, ça m'avait fait bien rire. T'avais mis « J'aime ces chevaux sur lesquels personne miserait un copec, les foutus, les moches, de travioles, les traînent la patte, les grincheux, les vieux tout raides qui payent pas de mine et qui se révèlent au fil du temps. » Donc c'est aussi des cours que t'aimes donner. Non, mais moi j'ai beaucoup d'élèves comme ça et de chevaux comme ça. En fait, finalement, moi j'aime tous les chevaux et tous les gens, mais finalement que je donne des cours à des gens avec des chevaux qui sont des avions de chasse incroyables où t'as les frissons quand tu les regardes, j'aime ces cours parce que c'est joli à regarder, etc. Mais en même temps, peut-être que les progrès, tu les vois moins. Moi, j'adore ces chevaux que tu vois la première fois, tu te dis, il est à l'envers, ça va pas. Enfin, quand tu les vois, tu te dis que ça va pas. Et puis en fait, au fur et à mesure, tu vois vraiment le cheval qui se révèle et puis le cavalier qui se révèle. Et puis pour moi, c'est ça qui me fait vibrer, en fait, aussi, de savoir comment tu peux faire du bien à un vieux cheval, par exemple, avec des cours de dressage, où c'est presque quelque chose d'un petit peu... comme de la physio. Moi, j'adore ça, où tu vois le cheval tout d'un coup, qui commence à s'ébrouer, à bouger mieux. J'adore, en fait, où t'as l'impression que t'as fait du bien au cheval, et puis du coup au cavalier, parce qu'il a le smile dessus, c'est ça qui me fait un peu vibrer. Et puis j'ai l'impression aussi que les gens, souvent, dans mes cours, ils ont une vision du dressage, parce qu'il y a quand même cette vision du dressage de compétition, où c'est hyper compliqué techniquement, et puis tu dois mettre les jambes en même temps que les mains et faire ci et faire ça, et puis tu dois avoir de la force, et puis les gens en fait ils sont dans un truc où souvent les premiers cours ils sont tendus comme des ressorts, les chevaux sont tendus comme les ressorts, et puis il y a beaucoup de force qui est mise en place, et puis en fait les premiers cours c'est souvent juste de dire en fait c'est cool, tu peux demander les choses gentiment, c'est cool ce que tu fais, t'as pas besoin de forcer le cheval, tu peux juste marcher reine longue en essayant de sentir le dos. Et puis c'est ok, tu fais du dressage en fait avec ça, t'es en train de mettre le truc en place, et puis souvent les gens qui ont envie d'aller dans cette direction-là, après le premier cours, ils se disent « Ah ouais, en fait, il n'y a pas besoin de toute cette force et puis de toute cette tension pour faire du dressage. » Je sais pas en fait si c'est ton activité principale, en fait, oui. Oui. Qu'est-ce qui te motive parfois, je sais pas, comme cet hiver, il fait -10, à prendre ta voiture, à aller sur les carrés, emmitoufler Bon, après, le fait d'avoir travaillé dans ces bureaux, vraiment, quand j'ai un jour où il fait -15 et puis que je sais que je vais passer ma journée dans le froid, je repense à cette période où j'étais dans les bureaux, puis je me dis, en fait, je suis contente. Et puis ce qui me motive, c'est que pour moi, c'est pas juste un travail, en fait. Pour moi, c'est vraiment dans ma vie, au quotidien. Déjà, je donne des cours toute la semaine, tous les jours, sauf quand je suis avec mes enfants, mais je donne une 20aine de cours par semaine. Et puis quand je suis pas en train de donner des cours, je m'occupe de ma pouliche. Et quand je m'occupe pas de ma pouliche, je lis des trucs pour améliorer ce que je vois en cours. Et puis quand je lis pas des trucs, je suis en stage, en gros. Après, le reste, je suis avec ma famille aussi. Mais pour moi, c'est une thérapie, c'est ce que je disais. T'as le dressage, mais en fait, avec tous ces éléments autour, t'as le fait d'accompagner les gens, mais en fait, de changer toi-même aussi dans le fait d'accompagner ces gens. Parce que le dressage, comme je disais avant, il y a quelque chose de vraiment spirituel qui se passe, où tu dois contrôler ton corps, contrôler tes émotions sur quelque chose de spirituel, comme de la méditation. Et puis si je prends l'exemple, par exemple, de Kélinda, quand elle est arrivée... qui est ta pouliche. Qui est ma pouliche. Quand elle est arrivée, en fait, j'avais beaucoup d'appréhension. Mais c'était pas de l'appréhension de peur du cheval, c'était vraiment de l'appréhension de faire des erreurs. Et puis c'était un truc que je comprenais pas vraiment, mais qui était là. Il se trouve que, par un hasard, en fait, la propriétaire de l'écurie ici m'a proposé de faire... une thérapie NERTI, en fait, qui est une thérapie en fait de libération des émotions, où tu travailles sur les traumatismes inconscients. Et puis, bon, moi j'ai accepté, on a fait un échange en fait de granulés contre cette thérapie, parce que j'avais une boîte de granulés à vendre qui l'intéressait. Bref, et puis on a fait cette thérapie, moi j'étais pas emballée. Ça a libéré des trucs en fait qui se sont passés dans ma vie à l'époque, qui m'ont traumatisée, mais dont j'étais pas forcément consciente, qui font que j'ai fait un travail en fait sur moi-même, où j'ai été mieux dans mes baskets, avec ma famille, avec mon quotidien. Ça m'a vraiment beaucoup changé par rapport à des trucs qui étaient coincés à l'époque. Mais alors pourquoi est-ce que j'ai acheté cette pouliche ? Pourquoi est-ce qu'elle est arrivée là ? Pourquoi est-ce qu'elle a libéré ça ? Et puis j'ai l'impression que bon, ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais après, dans mes cours, il y a beaucoup de choses qui bloquent. Je vais réfléchir à comment débloquer le truc, qui vont faire que finalement, à l'intérieur d'elle, la personne se sente mieux, et moi aussi.
Tu vois, j'ai l'impression que c'est vraiment, comme je disais, presque un échange thérapeutique, en fait, ce dressage. Enfin, je passe un peu pour une folle de dire ça, mais... Mais justement, quand tu donnes tes cours, ça, tu prends en compte la relation cavalier-cheval, c'est vraiment quelque chose Oui, sur alors lequel ça, c'est compliqué. Oui, exactement, parce que toi, t'as un œil extérieur à la relation. Tu dois pas faire partie de la relation. En fait, tu dois juste aiguiller. T'es un peu comme un thérapeute de couple. Donc, t'as des gens qui ont un certain caractère, des chevaux qui ont un certain caractère. T'as des gens qui ont envie d'aller dans cette direction, des gens dans l'autre. Donc, toi, t'es juste là pour aiguiller en essayant de voir quel chemin les deux peuvent prendre pour que ça se passe bien pour tout le monde. Après, c'est ça qui est aussi compliqué, c'est que t'as quand même un petit peu un truc psychologique. Enfin, je parle de beaucoup de choses qui n'ont pas de lien avec le cheval, mais pour moi, c'est vraiment là. Bah, peut-être que tu peux nous expliquer un peu qui est Kélinda et comment on s'est fait la rencontre avec ta pouliche actuelle. Ouais. Bon, après, moi, justement, comme tu as remarqué, je crois beaucoup aux énergies et puis aux connexions et aux choses qu'on ne comprend pas. Enfin, dans la limite du rationnel et du raisonnable quand même, mais je pense qu'avec les chevaux, il y a quand même une de ces dimensions qui existe. Et quand j'ai rencontré Kélinda, j'étais en stage chez Frédéric Pignon et Magali Delgado avec mon vieux cheval. Et puis, c'était assez incroyable comme ça s'est passé. Parce que je me balade d'abord sur le domaine et puis je vois les juments avec les poulains. Et je vois cette pouliche. Et puis, je sais pas, j'ai eu un truc où je me suis dit... Enfin, j'étais attirée par elle. Je sais pas pourquoi, parce qu'à l'époque, elle ressemblait à un âne avec des gros poils. Elle avait rien d'exceptionnel, tu vois. Et puis, je vois cette pouliche, je me dis, waouh! Et puis, j'étais trop attirée par elle, je sais pas pourquoi. Et ensuite, je fais mon stage, etc. Et Magali Delgado me dit, là, je vois comment t'es avec ton cheval, je pense qu'il y a une pouliche qui pourrait trop te correspondre. Je sais que tu veux pas acheter un cheval, mais j'aimerais te la montrer. Donc, elle m'amène, et puis elle m'amène devant Kélinda. J'avais pas du tout prévu de m'acheter un cheval. Je suis rentrée... à la maison, mais j'étais déjà sûre que j'allais l'acheter, en fait. Et ce qui était assez marrant, c'est que quand on est parti au stage, j'avais dit à ma copine, c'est dommage, on n'a pas une place en trop pour ramener un cheval. Enfin, c'était vraiment assez marrant. Et ce qui était incroyable aussi, alors là, je vais passer pour une folle dingue, mais tu vois, j'étais avec Hulk. Quand j'ai vu Kélinda, c'était un peu comme si lui m'avait amené là-bas pour rencontrer Kélinda. Et puis, ce qui était assez impressionnant, c'est qu'au début, elle était... très timide et peureuse, j'avais beaucoup d'appréhension justement, etc. Et puis Hulk, il est vraiment parti au moment où j'ai commencé à me sentir à l'aise avec elle. Enfin, parti, je veux dire, il est décédé. Et puis c'était vraiment comme si, enfin, moi j'y crois, en tout cas, après on y croit ou pas, mais comme s'il avait choisi la suite pour moi, pour pouvoir partir. Et puis aussi pour moi, comme il a été pendant 6 mois avec elle, et puis qu'il l'a un petit peu éduquée, pour moi, il y a vraiment une part de lui aussi dans cette pouliche, donc ça fait une continuité, quoi. Ouais, il y a une passation un peu. Et puis, par rapport à ta pouliche, justement, là, quel âge elle a, et puis comment tu te sens dans ta relation par rapport à elle? Là, elle va avoir 2 ans en février, enfin le 20 février, et je me sens super bien. Je l'adore, enfin on a vraiment des caractères qui sont faits pour être ensemble. Elle a juste l'énergie que j'aime chez les chevaux, elle a la douceur que j'aime chez les chevaux. C'est un peu comme si ce dont elle a besoin comme intensité, demande, correspondait à ce que j'ai naturellement. Enfin, il y a vraiment un truc qui se passe entre nous. Ça colle énormément. Et dans ce que je fais avec elle, en fait, j'essaye juste déjà d'avoir une bonne communication où elle comprend mes demandes, qu'elle comprenne en fait que quand je lui demande des trucs, c'est cool. Et puis que je puisse progressivement l'amener à un travail de dressage, mais que dans son mental, elle comprenne vraiment que les apprentissages que j'ai envie de faire avec elle sont cool et faciles, etc. C'est ce que j'essaye de poser avec elle pour l'instant, disons. Est-ce que tu as en tête un objectif de quelque chose que tu aimerais réussir avec elle, de pourquoi tu l'as acheté? Bon, c'était pas vraiment prévu du coup, mais est-ce que tu te reverrais faire de la compétition ou ça c'est quelque chose que pas trop? A priori, j'ai pas envie de faire de compétition. Après, ma maman, elle me dit qu'elle est sûre que j'aurais envie d'en refaire avec elle. Alors ça, on verra qui a raison. Après, mon objectif avec elle, c'est déjà d'en faire un cheval sécuritaire et facile parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui gravitent autour d'elle, parce que j'ai beaucoup d'enfants et de neveux, etc., qui sont passionnés par les chevaux, donc j'ai envie qu'ils puissent graviter autour d'elle sans danger et simplement.
Et puis après, évidemment que j'ai des objectifs dans ma tête de pouvoir réaliser avec elle ce que j'ai l'impression qu'on peut faire avec un cheval, c'est-à-dire, de nouveau, je vais parler de cette dimension un petit peu spirituelle, mais je suis persuadée que si tu entraînes bien un cheval, que tu as déjà des bonnes connaissances techniques de comment un cheval fonctionne, et puis comment tu peux l'amener physiquement à bien faire, et puis que tu ajoutes à ça justement un bon apprentissage où le cheval a envie d'apprendre et puis est content d'être avec toi, que tu peux arriver à des choses assez incroyables, où tu te retrouves sur le dos d'un cheval avec zéro force, à pouvoir contrôler son corps avec ta respiration. Et puis finalement, c'est là que je parle un petit peu de spiritualité, parce que j'ai l'impression que à ce stade-là, tu arrives dans une connexion qui est presque en dehors de ce qu'on connaît nous en tant qu'humains, où finalement c'est comme si les esprits se rencontraient. Ça paraît un peu fou, mais c'est vraiment ça que j'ai envie de chercher avec elle, de pouvoir vraiment respecter sa façon de pouvoir apprendre physique et mentale, et puis arriver à une relation vraiment un petit peu spirituelle. Et par rapport à cette vision, justement, qui sont un peu les personnes? Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré sur cette vision de la relation, du dressage de cette bien manière-là? Sûr. Alors après, moi, j'ai quand même quelque chose en tête avec Kelinda qui part aussi de mes propres ressentis à cheval, où je pense qu'on l'a tous ressenti, et tout d'un coup, on a, je sais pas, 5 ou 6 foulées où c'est incroyable, où justement on est hors terre, et puis on est connecté au cheval, et puis le corps fonctionne avec le corps de l'humain fonctionne avec le corps du cheval, et puis t'as l'impression que c'est incroyable, que c'est un truc magique qui se passe, et puis bon, on l'a souvent des petits moments, et puis c'est d'ailleurs pour ça que on continue à monter à cheval 26 heures par semaine pour avoir tout d'un coup cette minute incroyable. Puis après, j'ai eu énormément de chance, parce que j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont aiguillée dans ce chemin aussi, des gens comportementalistes, qui m'ont beaucoup en fait inspirée par rapport à toutes ces théories qu'on connaît beaucoup aujourd'hui, horsemanship, etc. Après, j'ai eu des gens qui étaient plus justement dans les énergies, qui m'ont aussi beaucoup inspirée. Enfin, j'ai eu énormément de gens en fait autour de moi qui m'ont beaucoup aidée à pouvoir reprendre la voie que moi j'ai envie de prendre personnellement, des plus ou moins connus. Donc j'ai eu beaucoup de stages avec Frédéric Pignon et Magali Delgado. Eux, c'est évidemment, ils sont hallucinants. Enfin, vraiment, il faut les voir en vrai pour comprendre pour y ce qui croire. se passe. Enfin, justement, je pense que Frédéric Pignon, il a cette dimension incroyable dont je parle, et puis que j'ai envie d'atteindre. Enfin, je pense que peu de personnes l'ont. Alors, je l'atteindrai certainement jamais, parce qu'on a un objectif, mais je pense qu'on a besoin de 18 vies pour réussir à faire ce qu'on a vraiment envie de faire avec un cheval. Après, lui, j'ai l'impression que il a tout fait en une vie. Oui, Magali Delgado, pareil, tu la vois à cheval, c'est incroyable. Le cheval, il a envie d'être là, il bouge comme un dieu. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup, et puis eux m'ont beaucoup inspiré. Et puis aussi, humainement, ils sont géniaux. Et puis c'est vrai qu'en faisant ce stage avec eux, je me suis aussi rassurée, parce que je me suis dit, en fait, c'est bon, t'as le droit d'être comme ça. Parce que moi, dans mes cours, je crie jamais sur les gens, je crie jamais sur les chevaux. Je dis souvent que c'est bien, parce que j'ai envie d'aiguiller dans une direction, mais j'ai pas envie de prendre le lead du truc. Et puis eux sont un peu comme ça aussi. Donc je me suis dit, en fait, on peut être comme ça, c'est bon. Ok. Donc il y a eu eux, puis il y a aussi un gars que j'ai beaucoup aimé, c'est Bernard Peignet, qui est un peu moins connu en Suisse, mais qui est un Français qui monte vraiment sur une équitation très classique. Et puis il est beaucoup aussi dans le psychologique du cheval, et puis techniquement de comment le cheval fonctionne très précisément, et puis ça, j'ai adoré. Et puis ensuite, j'ai eu beaucoup de gens peu connus qui m'ont aidé. Et si on revient un petit peu à tes cours, justement, là t'en parlais un peu, qu'est-ce que c'est un peu les idées reçues qu'on a sur le dressage en général quand on monte à cheval? Un des problèmes principaux quand même, c'est que la génétique actuelle fait qu'on a des chevaux avec beaucoup de rebonds, avec beaucoup de force sur les postérieurs, qui trottent comme des avions de chasse justement. Et puis j'ai l'impression que cette génétique actuelle, c'est devenu un petit peu le moteur pour dresser un cheval, et puis que souvent le problème, c'est qu'on a cette vision, enfin genre d'un Vallegro qui trotte sur un carré, bon, qui est très juste, hein. Moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait avec Vallegro, mais tous les chevaux ne peuvent pas travailler comme ça. Si tu prends un ibérique qui a plus de facilité à se rassembler, t'as beau lui bourrer dedans, il va pas trotter comme un allemand. Et puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup
de fausses idées par rapport à ça, qu'un cheval qui bouge bien, c'est un cheval qui vole. Mais non, un cheval qui bouge bien, c'est un cheval qui est en équilibre. Déjà, ça, c'est le truc principal. Enfin, pour moi, l'équilibre, c'est un truc qui me fait cauchemarder parce que c'est très simple, en fait, à comprendre, mais à faire, en fait, c'est très simple aussi. Mais il faut vraiment connaître la biomécanique du cheval. Et puis, des fois, c'est un peu plus compliqué parce que sur les études françaises, il y a peut-être pas grand-chose. Et puis après, il faut connaître les langues étrangères, etc. Je me perds là, mais... Non, justement, j'allais dire, au niveau biomécanique, ça, c'est aussi quelque chose qui t'intéresse. Ah ouais. De toute façon, tu peux pas faire du dressage si tu connais pas la biomécanique. Moi, ça m'intéresse à fond. Après, des fois, je suis un peu perdue, justement, par rapport à la langue. Heureusement, j'ai beaucoup de personnes qui m'aident à comprendre ça, et puis j'ai l'impression que je deviens de moins en moins nulle. mais tu peux pas donner un cours de dressage si tu sais pas comment le cheval fonctionne. Rien que quand tout d'un coup tu as un cheval qui est irrégulier, tu dois pouvoir le voir, hein, parce qu'il y a beaucoup de chevaux justement, par rapport au dressage actuel, tu les mets dans le mouvement, peut-être tu vois moins les irrégularités, mais en fait tu les vois quand même, hein, si tu as l'œil... Ouais, puis c'est pas toujours facile, les cavaliers le voient pas toujours. Non, il y a beaucoup de cavaliers en fait qui voient des chevaux droits alors qu'ils sont irréguliers. Après, je pense qu'il y a énormément de chevaux irréguliers, en fait. Je crois que j'ai jamais vu un cheval complètement droit, finalement. Parce qu'il y a quand même l'équilibre idéal, justement, d'un cheval qui se porte, qui est droit, etc. C'est rare. Et puis après, tu veux le cheval en équilibre, mais il faut le cavalier en équilibre. Donc le cavalier, il est censé faire du sport, quand même, pour se gainer, etc. Mais il faudrait qu'il fasse aussi du yoga pour être souple. Et il faudrait qu'il fasse de la méditation pour contrôler ses émotions. Ou bien de la danse pour faire bouger un cheval en liberté. Il y a quand même plein de paramètres qui font qu'en une vie, tu peux pas faire les choses correctement. Et puis après, ouais, je pense qu'il y a aussi une mauvaise vision du cheval par rapport à cette idée qu'un cheval doit bouger justement dans ce rebond, etc., en bougeant avec beaucoup de puissance, et puis qui doit toujours être en main aussi. Enfin, je veux dire, la mise en main, c'est quand même la conséquence du reste, mais souvent les gens, ils cherchent d'abord à mettre le cheval en main, alors que c'est censé être une conséquence du reste. Donc je pense que là, ça crée quand même beaucoup de dégâts. Et puis je pense que dans le dressage actuel, on va beaucoup trop vite. Mais même si tu regardes dans la compétition, les circuits jeunes chevaux, déjà, à 3 ans, ils sont censés être débourrés. Je pense bien qu'il y a des gens qui sont obligés de le faire parce qu'il se trouve qu'ils travaillent dans les chevaux et puis qu'il y a des échéances et puis que des fois, tu es obligé de débourrer un cheval tôt pour pouvoir le présenter à des circuits jeunes chevaux, etc. Mais en fait, il y a des chevaux qui sont quand même pas prêts. Je veux dire, quand tu vois certains chevaux qui ont des allures de poulain et pas encore de cheval, qui doivent être débourrés pour partir sur des circuits concours, pour moi, c'est beaucoup trop tôt. Et puis, je trouve que des fois, on fait les choses trop vite, en fait, avec les chevaux. Moi, je connais pas beaucoup les concours de dressage, mais j'ai l'impression des fois en regardant que ce qu'on demande au cheval, la position qu'on demande, qu'on juge, c'est pas celle qui est la meilleure pour lui. Enfin, non. Ça me choque toujours un petit peu. Après, je vois aussi beaucoup de belles choses en compétition. Enfin, je vois plus de choses qui me déplaisent que de choses belles. Mais je veux dire, ça existe aussi. Mais de mon expérience personnelle, par exemple, j'avais une élève que j'ai toujours qui tourne dans des assez grosses épreuves. Et puis, elle a fait une fois un concours où ça n'allait pas. Enfin, le cheval, il a sorti la langue pendant le programme. Il était fermé. C'était pas beau. Donc, moi, j'étais au bord du carré. Je me dis, mon Dieu, quelle horreur. Elle va se faire lyncher. Enfin, pour moi, c'était vraiment catastrophique ce qui s'est passé pendant ce programme. Et elle sort du programme. Elle gagne avec un pourcentage de malade. Après, on repart sur un autre concours 2 semaines après. Elle présente un programme. Et moi, j'avais les frissons à cette fois-là, parce qu'on a beaucoup travaillé justement sur ce problème de sortie de langue, etc. Puis c'est une fille qui est incroyable, parce que justement, elle fait beaucoup de compétitions, mais elle est un petit peu outsider. Elle arrive, elle monte son cheval reine longue, etc. Enfin, elle s'en fiche complètement du regard des autres, puis elle le fait vraiment comme il faut le faire, sans avoir de pression. Et d'ailleurs, elle fait des gros résultats. Bref, on fait ce concours magnifique. Le cheval, il était... incroyable, léger, droit, etc. Enfin, pour moi, j'étais fière d'eux. Elle sort du truc, pourcentage moins bien que le concours 2 semaines avant. Les commentaires, c'est cheval trop ouvert, etc. Mais après, trop ouvert où ? Je veux dire, derrière, il était fermé. Enfin, pour moi, il y a peut-être un problème aussi dans le jugement. Après, je pense qu'il y a des juges qui sont super, et j'ai pas envie de critiquer ça, parce que je sais que c'est très difficile, et puis il y a des protocoles, etc. Mais pour moi... c'est un peu le système en général, quand même. Disons que, en fait, moi, c'est pas les meilleurs que
que je ferais gagner, des fois, quand je vois des concours. Là, on parle de compétition, alors je parle de ça. Après, je dis pas qu'il n'y a pas de dérive ailleurs. Non, bien sûr, d'accord. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de violence ordinaire, en fait. On parle de ça beaucoup chez les enfants, de cette violence ordinaire, mais moi, je la vois beaucoup chez les chevaux, quand même, où tout d'un coup, t'es dans un manège, et puis il y a un cavalier qui met un coup de cravache à son cheval, mais qui pourrait lui déboîter les fesses, et puis tout le monde trouve ça normal, alors que si tu faisais ça à ton chien dans la rue, tout le monde serait outré par ça et appellerait la protection des animaux. Là, il y a un petit peu un problème. Et par rapport à tes cours, est-ce que tu aurais un ou des exercices préférés, les choses que tu aimes bien faire à tous tes cavaliers, ou des choses qui reviennent souvent ou Après, des exercices, c'est compliqué parce que ça dépend toujours du moment et de ce qu'on travaille. Après, je pense que ce qui est important, c'est de ne pas rester dans une attitude figée trop longtemps, parce que c'est comme nous, si on doit rester pendant 50 minutes à faire des pompes, ça ne va pas le faire, alors que si on en fait un petit peu puis qu'après on passe à autre chose, ça va le faire. Donc moi, je travaille beaucoup quand même sur les variations d'attitude, en haut, plus rond, plus long, etc. Et puis essayer de poser en fait des exercices faciles que les gens puissent reproduire sans se poser 10 000 questions. Peut-être encore pour terminer, un mot sur le fait de t'être lancée en tant qu'indépendante. Comment c'était au début, comment tu l'as vécu? Au début c'était un peu compliqué parce que j'avais ma mère qui me soutenait évidemment, ma famille, nous on est très soudés dans ma famille qui me disait mais fais ce que tu veux faire, tu verras bien, au pire tu fais autre chose. Mais j'avais quand même beaucoup de gens de mon entourage qui me disaient « Mais c'est pas possible, tu peux pas vivre de ça. » Et puis en plus, moi, j'avais quand même une idée bien précise de quel dressage je voulais mettre en place. Mais c'était quand même il y a 10 ans, donc il y avait moins ces réseaux sociaux et tout ça. C'était quand même moins quelque chose d'abordable, en fait, à l'époque. Donc j'étais quand même un petit peu un ovni quand je me suis lancée là-dedans. Et puis en fait, j'ai bien fait, parce que progressivement, finalement, plein de gens m'ont suivie. Et puis c'est vrai que j'ai rencontré plein de personnes extraordinaires avec ça. J'ai rencontré plein de chevaux extraordinaires aussi, et puis moi j'adore ce que je fais. J'adore me lever le matin, j'ai pas l'impression de travailler, j'adore ça. Donc je pense que si je gagnais à l'euro-million, en fait, je ferais pareil, j'aurais peut-être plus de chevaux. Peut-être sur le fait d'être maman aussi, à côté, comment gère ça? Après, l'éducation d'un enfant ou bien l'éducation d'un cheval, c'est quand même vachement similaire. Et puis je me rends compte que quand je progresse avec les chevaux, en fait, je progresse avec les enfants aussi souvent, en tout cas par rapport à mon approche comportementale, en fait, et d'éducation. J'ai beaucoup de problèmes qui sont liés. C'est compliqué des fois parce que j'ai 3 enfants et puis que j'aime autant passer du temps avec eux qu'être avec mes chevaux. Il faut pouvoir trouver un rythme qui convient à tout le monde. Et puis j'ai de la chance parce que je suis très entourée. J'ai ma maman qui... J'en ai beaucoup parlé pendant le podcast, mais qui a toujours été là pour moi. Donc au début, quand j'ai eu mes jumeaux après mon aîné, elle est venue tous les jours m'aider. Mon copain, il est hyper avec moi, je veux dire. Il m'encourage à faire ce travail qui me passionne, alors qu'avec mon master, je pourrais aller travailler dans une grosse multinationale et puis gagner le triple de salaire. Et comme tu disais, un peu entre guillemets, la thérapie que ça provoque de travailler avec les chevaux peut aussi t'aider pour tes relations, pour ton éducation avec les enfants. L'un m'aide avec l'autre. En fait, je suis meilleure avec mes enfants quand je suis meilleure avec mes chevaux, comme je le disais. Et puis après, mes enfants, ils m'inspirent aussi, parce qu'ils ont... quand tu vois un enfant avec un cheval, c'est comme ça qu'on devrait être. En fait, ils arrivent, ils voient le cheval, ils ont tellement d'amour et de plénitude et de bienveillance. Les chevaux, ils ont envie d'être vers eux parce qu'ils ont une bulle tellement confortable, naturellement autour d'eux, que moi, quand je viens faire la stab ici avec mes enfants, je viens nettoyer la stabulation, les chevaux, ils sont tous vers les enfants et ils les suivent partout et ils sont hyper respectueux, alors que les enfants, ils font plein de mouvements parasites et puis ils sont pas très compréhensibles, en fait. Mais les chevaux, ils comprennent parce que je pense que l'intention est bonne et c'est un truc qui m'inspire beaucoup et que j'ai envie de retrouver, de sortir des fois de tout ce stress que tu as au quotidien où tu as plein d'énergie noire et puis d'essayer de te dire, en fait, j'ai envie d'être dans le moment présent avec le cheval. Quand tu montes un cheval, faut poser tes problèmes à l'entrée, tout le monde le dit, mais en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut rien dire. Il faut vraiment arriver à trouver cette énergie où tu poses tes problèmes. C'est pas simplement dire « Ah, j'arrive, j'ai posé mes problèmes ». Le cheval, il le ressent. Et puis après aussi,
par rapport à mes enfants, ce qui me parle beaucoup, c'est cette question de leadership. Parce que moi, j'ai été éduquée justement dans une éducation vraiment très bienveillante. Et puis, c'est vrai qu'avec les chevaux, comme avec les enfants, on parle un petit peu de ça, de ce leadership, avec poser un cadre, etc. Et puis ça, c'est un truc qui me travaille beaucoup. Qu'est-ce que c'est le cadre ? On parle tout le temps de ça, mais en fait, c'est quoi ? Je sais pas. C'est quelque chose qui se rencontre entre les chevaux et les enfants, mais en fait, le cadre, je pense, c'est juste d'être compréhensif et clair pour que tout le monde se sente bien dans la relation. Mais c'est pas de dire tu vas faire ça parce que sinon je vais soit te mettre un coup de cravache, soit te priver de télé pendant une semaine. Merci beaucoup pour toute cette discussion. Dernière question, pour les personnes qui nous ont écoutés, à quel point t'es disponible pour des cours ? Est-ce que t'es surbookée ? Oui, alors je suis pas très disponible parce que comme j'ai une famille et que je travaille pas à 100%, j'ai pas énormément de disponibilité. Après, c'est vrai que selon le couple cavalier-cheval, je trouve des disponibilités. Et selon le lieu, j'imagine. Ouais, selon le lieu aussi. Merci beaucoup pour cette discussion et puis à une prochaine. Avec plaisir, à bientôt. Un grand merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions, des retours ou des suggestions, vous pouvez aussi me contacter sur Facebook et Instagram sur la page Un sabot après l'autre. À bientôt!